Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans, tu es aussi très engagée, tu es l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes et la maternité, comme C'est ma grossesse ou Le postpartum dure 3 ans, qui sont considérés comme des bibles par plein de femmes. Et pour ce premier épisode, Anna, on s'est dit qu'on allait parler du baby clash. Le baby clash, t'as décidé d'en faire un livre de ce sujet qui est sorti chez Larousse cette année, c'est un énorme succès. Il y a plein de gens qui viennent témoigner auprès de toi sur les réseaux sociaux, comme toujours. Mais avant qu'on en parle, est-ce que tu peux juste me dire qu'est-ce que c'est le baby clash ? Eh ben, c'est rien du tout. C'est vraiment un terme que je n'aime pas du tout. Baby clash, c'est d'ailleurs pas du tout le titre que j'avais choisi pour mon livre. Parce que le baby clash, il y a un problème dans ce terme-là, c'est qu'on rend responsable l'enfant, qui n'y est pour pas grand-chose en réalité. Et puis clash, ce mot clash, ça peut être très grave, un clash. Donc, j'aime pas trop. Moi, mon terme à moi, c'est crise maturative à l'arrivée de l'enfant, mais évidemment, c'est nettement moins vendeur que baby clash. Donc, baby clash, c'est en fait une crise maturative qui survient à l'arrivée de l'enfant et dans les 6 premières années du premier ou du dernier enfant. Est-ce que tu peux revenir sur crise maturative ? Je suis même pas sûre de comprendre ce que ça veut dire. Crise maturative, ça veut dire que le couple qui était un couple seulement amoureux va devenir amoureux et parental, qui vont être assommés par l'accroissement des tâches, par leur transformation de leur couple aussi, il faut le dire, en une sorte de business. C'est pas très romantique. Alors, à la fois, avoir un enfant, c'est ce qui est le plus romantique. Bon, l'amour se faire chérios, blablabli, blablabou, on connaît tout ça. Mais en même temps, ça introduit dans le couple quelque chose qui n'est pas romantique du tout. C'est la fatigue, c'est le manque de sommeil, c'est l'organisation, c'est la planification, c'est etc., etc. Et ça, ça va frotter, quoi. Et c'est normal. Et en plus, la naissance, l'arrivée d'une nouvelle personne dans la famille, c'est un changement ontologique sur les personnes. Vraiment, au sens philosophique du terme, on devient quelqu'un d'autre quand on a un enfant, quand on est femme, quand on est homme. Et donc du coup, ça bouscule, quoi. Et on n'est plus tout à fait les mêmes personnes, et le couple non plus. Bref, il y a toutes les raisons que ça frotte, que ça se disputaille, que ça se... Voilà. Ça remue, quoi. C'est évident, ça remue. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, je voulais dire, j'ai même pensé à l'appeler Bienheureux Baby Clash. Une fois qu'on m'avait imposé Baby Clash, j'avais dit, on va l'appeler Bienheureux Baby Clash, par provocation, pour montrer que pour moi, c'est pas très grave, c'est guilleré, le Baby Clash. Et tu dis, c'est des 0 aux 6 ans potentiels de l'enfant, donc aussi ce terme Baby Clash, là où il est un tout petit peu réducteur, c'est que ça ne concerne pas que juste le moment de la naissance. Quand c'est un tout petit bébé, ça peut aller un peu au-delà. Complètement, on devrait appeler ça, si on était sérieux, on appellerait ça le kid clash, à la limite. Mais baby clash, c'est pas très... Non, c'est pas un bon terme. Vraiment, c'est pas un bon terme. Ça fait beaucoup d'anglicisme en plus. Ouais, en plus. Et toi, tu parles de bienheureux baby clash. En tout cas, tu parles d'un moment qui est pas forcément malheureux. Tu peux m'en dire un peu plus ? Alors... oui, c'est-à-dire qu'il faut... Alors déjà, il faut quand même distinguer ce qui est du baby clash, ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas du baby clash, c'est la violence, c'est les trahisons graves, c'est les problèmes psychiatriques, les problèmes d'addiction sévère, etc., etc. Ça, c'est pas du baby clash. Et là, ce n'est pas le sujet de ce dont on va parler maintenant. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui, en lisant mon bouquin, m'ont dit « Oh là là, Anna, c'est beaucoup plus grave que du baby clash. Et nous, il va falloir qu'on se sépare. » Ça, c'est intéressant. C'est que je trouve que ce livre, tout ce que je raconte là-dessus, c'est marrant comme ça donne un indicateur sur ce qui est OK et ce qui n'est pas OK, quoi. Anna, est-ce que c'est un peu comme un violentomètre, l'outil qui sert à évaluer les violences au sein d'un couple ? Un peu comme un violentomètre, absolument. Mais c'est pas pour autant que je dis pas que les gens ne se séparent pas pour des broutilles. C'est-à-dire que le baby clash, aussi guilleré et pas grave, entre guillemets soit-il, donne lieu à beaucoup de séparations. Et c'est en ça qui m'intéresse, c'est que j'estime que énormément de gens aujourd'hui se séparent pour des broutilles. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, une fois qu'on a un enfant, et ça faut vraiment l'avoir en tête, on ne peut plus se séparer. D'ailleurs, c'est bien un problème dans les cas de violence, c'est que la séparation n'est plus possible, parce qu'on a fait un enfant avec quelqu'un, et donc on va avoir des nouvelles de l'autre toute sa vie durant. C'est même d'ailleurs un enfer parfois. Donc, quand tu dis on peut plus se séparer, je me permets juste d'interrompre, on peut se séparer, c'est juste qu'on est liés d'une manière ou d'une autre à vie. C'est extrêmement pénible. J'écarte encore le sujet des violences, mais c'est extrêmement pénible. Il faut avoir des nouvelles de l'autre personne quand il y a le bac, quand il y a l'entrée au collège, quand il y a le sport, quand il y a les certificats médicaux, quand il y a... Waouh, les vacances, les week-ends, etc. Donc, si on se sépare pour une bonne raison, c'est super chouette. Auquel cas, j'invite les gens à se séparer, même c'est très bien. Mais qu'on ne se sépare pas pour une histoire de chaussettes sales ou de manque de sommeil. Ça, c'est très dommage.
Le violentomètre, on vous le mettra en description de l'épisode. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont mal pris, que tu dises on se sépare pour des broutilles? Est-ce que tu as aussi eu des retours de personnes qui te disaient mais attendez, c'est terrible de dire ça, c'est pas des broutilles pour nous? Alors non, je crois pas parce que les gens me connaissent et pour mon honnêteté, je ne mens jamais. Et donc, non, il y a pas de raison que je leur mente. Parce que moi, je me suis retrouvée quand j'étais à l'hôpital, dans mon exercice hospitalier, je voyais que les effusions d'amour, les «Ah, c'est génial d'avoir un bébé ensemble, blablabla, blablabla». Je suis arrivée en libéral, en visite à domicile et mon monde s'est effondré, quoi. Je me suis dit: «Bah, zut!» En fait, les gens vraiment se séparent vachement à la naissance d'un enfant et je trouve ça dommage. Quand on se sépare pour de bonnes raisons, c'est super de se séparer, mais force est de constater qu'il y a plein de couples, plein de femmes, plein d'hommes qui m'ont écrit, ça c'est vachement intéressant, qui me disent: «Mais Anna, vous avez raison, on s'est séparés pour des conneries et maintenant on a le bec dans l'eau, quoi. Et si c'était à refaire, eh ben, on n'aurait pas refait pareil, on serait allé voir des gens, on aurait essayé de se faire aider, etc.» Et puis aussi un truc, c'est que quand on traverse le baby clash, on se sent hyper seul parce qu'on se dit tout le monde va bien dans son couple. Qui a envie de renvoyer une image de son couple qui est moisie? Moi non, la première. Moi partout, genre ah mais c'est super avec mon mec, il est génial, etc. Mais bullshit, en fait, on a tous des problèmes de couple. Sauf que personne n'ose le dire, donc on se sent seul, ça renforce le sentiment de solitude. Et donc c'était important aussi de dire qu'en fait c'est hyper courant, quoi. Et toi, tu l'as constaté en te rendant chez tes patientes, puisque en fait, ta patientèle, quand tu as cessé l'hôpital, tu es devenue sage-femme à domicile et donc du coup, tu franchis les portes un peu du couple et tu rentres dans leur intimité. C'est comme ça qu'on a pu te confier cette parole-là? Oui, c'est tout à fait, c'est en allant chez les gens. Du coup, comme c'est pas les gens qui viennent chez moi, là, c'est moi qui m'invite chez les gens, c'est eux qui m'invitent chez eux. Et donc, et puis j'observe quand je rentre, je suis un vrai scanner sur pattes, on m'appelle le scanner sur pattes, mais je crois que ça me va assez bien. Quand j'arrive dans une maison, je regarde comment les gens bougent, même ce qu'ils sentent, enfin tout. Je fais appel à tous mes sens pour savoir comment ils vont. Quand je rentre chez des gens, je scanne tout, la façon de se mouvoir, la façon dont ils racontent, etc. Et donc, ça m'a permis d'avoir accès à leur intimité. Il y a une sage-femme du 19e siècle qui disait, mais on a un privilège, c'est de rentrer dans le secret des alcôves. Mais c'est exactement ça. Et donc, les gens nous font confiance et donc on peut se permettre de leur poser des questions très facilement. Et moi, je pense que le couple, ça fait partie du bien-être ou du mal-être de quelqu'un. Et donc, en tant que soignant, mais médecin, sage-femme, mais quiconque, on se doit de poser la question aux gens. Et vous, est-ce que vous êtes en couple et est-ce que ça va bien dans votre couple? Et c'est d'autant plus important que ça permet de dépister des violences verbales, psychiques, physiques, etc. C'est super important. Donc moi, je le fais systématiquement. Je n'ai pas de problème à poser ces questions. Et souvent, j'imagine qu'en plus, s'il y a une réponse un peu de type mais ça vous regarde pas, c'est qu'il y Eh ben a. non. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, en fait, c'est tellement, je crois, tabou que quand on leur lance une perche, oui, c'est rare que les gens ne saisissent pas la perche. Et malheureusement, en tant que soignant, parfois même, on se dit, je vais être honnête, oh, merde, ils ont encore saisi la perche. Parce que quand ils saisissent la perche, après, il faut creuser, parler, trouver une solution. Des fois, c'est, oh, je suis là, non, pas encore. Tu vas encore rester 1 heure et demie. Voilà, exactement. Donc, non, les gens sont trop contents de parler de leurs soucis, mais encore faut-il qu'on leur pose la question. Anna, donc ce baby clash, ou peu importe le nom que tu veux lui donner, cette crise maturative du couple, tu l'as constaté chez tes patients, chez tes patientes. C'est quoi les symptômes? Alors les symptômes, ils sont faciles à détecter. Ce sont des personnes, hommes ou femmes, peu importe, qui sont irritées par la présence de l'autre, qui sont impatients, qui sont en mode struggle for life. C'est-à-dire la naissance d'un enfant souffrant, ça fait ça, on est en mode struggle for life. On pense à soi en économie d'énergie. On n'est plus dans la communication avec l'autre. Les disputes sont plus fréquentes. Les points d'achoppement. On pense soi-même à l'intérieur de soi. Ah, qu'est-ce que je serais tranquille si elle n'était plus là, si il n'était plus là. Enfin voilà, c'est la multiplication des conflits et avec la personne qui se dit ah, je crois que ça va pas. Tous se disent, je crois que ça va pas. À la différence de crises beaucoup plus graves, où là, ces problèmes préexistaient avant même la grossesse, là, c'est des problèmes qui apparaissent avec l'arrivée de l'enfant. Alors que dans des problèmes plus graves, ils étaient déjà là avant. Et peut-être, ils peuvent se majorer avec l'arrivée de l'enfant, mais en tout cas, il y a vraiment un avant-après dans le baby clash, alors que dans des problèmes graves, il y a l'avant qui continue, quoi. Ça va être si on donnait un exemple concret, ça va être, je sais pas, de fixer sur une attitude de la personne, sur un bruit, une manière de parler. Ça peut être des choses aussi simples que ça ou? Ah oui, ça peut être aussi de fuir le domicile, de fuir le domicile conjugal. J'exagère un peu, mais de pas avoir envie de rentrer chez soi, d'appréhender les week-ends, de passer un maximum de temps dehors. Ça peut être de tromper aussi, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir plein de variétés et de formes différentes. En tout cas, ça se positionne sur le second parent. C'est-à-dire que le second parent devient un problème
Ou ça peut se positionner aussi sur le bébé Non, le bébé, non, ça se positionne pas sur le bébé. Ça, je crois que c'est important de le dire et il y a pas d'altération du lien avec le bébé. Même si on peut se dire: «Ah là là, cette arrivée, c'est difficile», mais en tout cas, non, il y a pas d'altération du lien avec l'enfant. Ça, c'est hyper important parce que ça, souvent, c'est autre chose. C'est des dépressions, des troubles anxieux, c'est autre chose. Mais c'est pas du baby clash. Donc, ce qui se passe, c'est que parent 1, parent 2, peu importe, ne supporte plus son coparent. Exactement. Et on pense à la séparation, ou pas d'ailleurs, mais on est dans une forme, même on se dit: «Je me suis planté en fait». Et il y a beaucoup de gens qui se disent ça: «Je me suis planté. J'ai pas pris le bon père, la bonne mère pour cet enfant-là». Et Et là, on va le voir, mais il y a plein d'origines qui sont enfin, multiples et les origines sont multiples de ça. et le baby clash, Anna, est-ce que tu peux me dire si ça arrive à tout le monde, à tous les nouveaux parents? Bon, alors il faut dire qu'il y a pas de chiffres scientifiques, la littérature, scientifique ne dit rien, mais il y a des pseudo-études qui disent 2 tiers des couples. Moi, je dirais que c'est 100 des couples à des degrés divers. Dans mon expérience clinique, c'est 100 des couples à des degrés divers. Ça peut aller d'une simple brouille de quelques semaines à quelque chose de beaucoup plus long et plus dur qui peut durer 2 ans, quoi. Pourquoi les scientifiques ne s'emparent pas du sujet? Parce que, comme le postpartum, comme l'endométriose, comme et cetera, c'est quand même des sujets qui sont étiquetés comme étant des sujets de bonne femme et qui, au fond, n'intéressent pas encore, mais ça va venir. Le postpartum, il faut que je le rappelle, qui est un de mes sujets de prédilection, comme vous le savez, n'intéressait personne. Maintenant, ça y est, les instances non, mais c'est pas une blague, hein, les chercheurs de l'INSERM, mais tous s'y mettent. Comme quoi, c'est la société civile qui aura été à l'origine de la recherche sur et là, je suis sûre que ça va faire la même chose. Là, on peut prendre les paris aujourd'hui, Nina, mais je suis sûre qu'après que j'ai fait ça, il y en a d'autres qui vont se saisir du sujet, j'en suis sûre. Et en attendant que les autres se saisissent du sujet, combien de temps ça dure pour les parents, ce baby clash? Eh bien, c'est ça. Alors, ceux qui ont le plus de chance, ça va être l'histoire de quelques semaines, quoi, de se mettre d'accord sur ce qu'on a à faire, comment on le fait. Et puis, il y en a d'autres, bah, ça va être beaucoup plus long. Ça peut être plusieurs années. On a parlé des conséquences du baby clash. J'aimerais bien qu'on parle des causes. Souvent, ça vient de quoi? Alors, il faut donner les 2 plus grandes causes. Ce sont le manque de sommeil et l'inéquité dans la répartition des tâches. Ça, c'est les grands 2 sujets leaders qui sont à l'origine du baby clash. Et puis après, il y a tout un tas d'autres sujets. Le manque de sommeil. Alors ça, les gens mésestiment à quel point c'est vraiment très, très mauvais pour les individus. Le manque de sommeil a des répercussions majeures sur la santé physique et mentale des individus. Mais vraiment, hein, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est un mec que j'adore qui s'appelle le professeur Philippe et qui raconte ce que fait le manque de sommeil sur un corps. Et donc, c'est le pire ennemi du couple. En fait, quand vous manquez de sommeil, vous êtes dépressif, vous êtes irascible, vous êtes malade, vous avez plus d'infections, etc., etc. Je vais pas, ça va déprimer les gens que j'égrène la liste, mais en tout cas, ça fait un mode struggle for life. Et le mode struggle for life, eh ben, c'est extrêmement mauvais pour un couple parce que en fait, on peut même plus. Quand l'autre dit un truc, genre l'autre dit je suis fatigué. Non, mais ta gueule, il est pas aussi fatigué que moi. Donc tais-toi. Donc en fait, on devient mauvais quand on manque de sommeil. J'en suis une preuve vivante, mais mes patientes aussi. On devient profondément mauvais. D'ailleurs, c'est un moyen de torture utilisé par de nombreuses dictatures dans le monde. Enfin, je veux dire, le manque de sommeil. Alors, et les gens, c'est marrant parce qu'ils le savent, mais ils oublient. Il y en a la plupart, ils veulent se séparer. Je les envoie tous donc à Fontainebleau. Maintenant, ça commence à se savoir. J'envoie les couples à Fontainebleau pour aller dormir. Et bien, ils reviennent de Fontainebleau, ils sont amoureux. Ils me disent, mais Anna, on est toujours amoureux. Ben, c'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire que quand on dort et qu'on mange, eh ben déjà, ça va beaucoup mieux. Parce que souvent, les gens partent dans des trucs. Ah, c'est parce que je suis devenue mère, c'est parce que je suis devenue père. Du coup, notre relation de couple a changé. Non, en fait, vous dormez pas, dormez, et puis vous verrez. Donc, manque de sommeil. On rappelle que quand on manque de sommeil, c'est un peu l'équivalent d'être hyper bourré, c'est-à-dire que toutes nos facultés sont diminuées. Ah non, mais c'est cauchemardesque. Non, non, c'est cauchemardesque. Vraiment. Et l'inéquité dans la répartition des tâches. Bon, ben ça, les gens ne veulent pas l'entendre, mais parce que peut-être qu'ils ne le savent pas, mais un enfant, c'est 8 heures par jour de travail supplémentaire, en moyenne. Un enfant de moins de 3 ans, en tout cas. Seulement, on n'a pas notre temps de travail réduit pour autant. Bah, donc, il faut quand même que quelqu'un les absorbe. Et souvent, à cause de ce foutu congé maternité, congé entre guillemets, eh bien, les femmes absorbent la plus grande partie et évidemment, ça va créer de grosses difficultés dans le couple, à juste titre. C'est-à-dire que les femmes endossent beaucoup trop, deviennent... Et après, ça frotte. Et c'est bien normal. Alors, Anna, je ne suis pas mère, mais... mais de ce que j'ai entendu des gens qui sont parents, j'ai l'impression que le baby clash, en fait, c'est être parent. Ah non, mais complètement. C'est presque une étape obligée dans le processus du devenir parent, bien sûr. C'est pour ça que moi, je dis que ça touche tout le monde. Parce que je vois pas qui peut échapper à ça. Franchement, la question, je vois pas trop. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Le baby clash, c'est décrire, en fait, c'est ces mots un peu fourre-tout qui décrivent des choses un peu générales. Mais c'est ça. Oui, tout à fait. Mais à quoi ça sert de les nommer?
Ah bah ça change tout, ça change tout. C'est exactement comme le postpartum. En fait, savoir qu'on est dans un truc qui est à peu près normal et qu'on peut aussi quand même apporter des solutions, parce que je pense qu'il y a quand même des solutions à ça. Savoir, un, qu'on n'est pas seul, et deux, qu'il y a des solutions. Parce que je vous assure, encore une fois, je réinsiste, mais il y a énormément de couples qui se séparent parce qu'ils pensent que c'est un truc de fou qui vivent et qui se séparent sur des broutilles. Mais du coup, si c'est normal, ça veut dire que c'est pas forcément une mauvaise chose de se disputer et d'avoir des clashs, pour reprendre le terme. Mais non, c'est même une excellente chose. C'est comme le bon vin ou le vieux comté. C'est vraiment une étape maturative supplémentaire. Je pense que c'est excellent. Et s'il est surmonté, eh bien, on a un couple qui gagne en profondeur et en densité. Parce qu'à la fois, on a dit, voilà, l'enfant peut, mais en même temps, c'est ce qui soude le plus un couple, deux personnes. Donc, non, moi, je trouve que c'est presque souhaitable. Oui, oui, j'insiste. Toi, t'es pour les disputes. Ah, le problème de la dispute, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Mais la dispute violente, non, bien sûr que non. Mais la dispute au sens disputatio, le truc du Moyen-Âge, où les gens avaient des arguments et voilà, et nanan, et on a. Voilà, ça, je suis carrément pour. Je trouve ça extraordinaire. C'est bien, ça permet de faire grandir le couple. Mes patients, moi, avec mon mec, je vois bien, on a des grands débats et on n'est pas d'accord et ça se confronte et ça se frotte, mais on en sort grandi. Et ton couple est sorti grandi de vos 2 enfants? Ouais, ouais, bien sûr. Difficilement, mais oui. Oui, oui, mais les grands débats, on n'a pas eu peur de waouh! Peut-être d'ailleurs que ton couple s'en est peut-être un tout petit peu mieux sorti que les autres parce que tu avais un baluchon rempli de conseils. Est-ce que tu peux les partager? Qu'est-ce que tu conseilles aux parents qui sont en baby clash? Alors, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils identifient, enfin, le pourquoi ils sont en baby clash. Ça, c'est vachement important. Là, je vais vous faire un peu une liste, c'est un peu nul, mais je suis obligée. Est-ce que c'est le manque de sommeil? Est-ce que c'est l'inéquité dans la répartition des tâches? Est-ce que c'est parce que la vie sociale s'est réduite à peau de chagrin? Il y a beaucoup de gens qui souffrent du fait que, une fois que l'enfant arrive, ils avaient tout un tissu social, des amis, des sorties, etc. Tout ça, chouf, disparaît. Ça peut faire beaucoup souffrir. Ça a été mon cas, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'on devient une entreprise et que du coup, c'est plus très romantique? On est là que pour parler business, couche, aller chez le pédiatre et tout. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, toute la société, les familles, les amis et tout se mettent à avoir un avis sur la question? Ça, c'est hyper séparant aussi. Quand vous avez l'image de la grand-mère, c'est pas bien, mais je dis quand même, la grand-mère qui dit tout le temps, ah, c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut comme ça sépare vachement les couples. Est-ce que c'est parce qu'on a un enfant qui a un problème de santé aussi? On le sait, des enfants qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de soins, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation? Il y a beaucoup de couples, en fait, ils se réveillent, ils font un enfant avec quelqu'un, puis ils se réveillent le lendemain, ils font: «Oh là là, on est d'accord sur rien? On n'est pas d'accord?» C'est des petits débats comme ça, vous allez me dire, on s'en fiche. Éducation positive, éducation pas positive, éducation dans le public, éducation dans le privé, tous ces petits trucs qui nous paraissent tous assez anecdotiques, en fait, le sont pas tant que ça. Est-ce que c'est parce qu'on a un revival de l'enfance qui, waouh, en fait, on a été, peut-être, on a eu une enfance très douloureuse et là, elle réapparaît et il va falloir qu'on règle des problèmes. Enfin, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez d'aide? Enfin, vous voyez, il y a plein d'origines au baby clash, ça, je les énonce bien dans mon livre, mais en tout cas, voilà, identifier l'origine, c'est, à mon avis, la première des choses, pour pouvoir, après, agir sur le pourquoi du comment. Après, il peut y avoir plusieurs causes, hein. J'imagine que ça peut aussi être lié à un manque d'affection, un manque de sexualité ensemble, ou même séparément, mais en tout cas, on imagine bien que les gestes de tendresse se réduisent aussi. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, là, c'est pareil, je le dis aux gens parce que souvent ils disent: «Ah, ça y est, je n'ai plus de désir parce que mon conjoint, ma conjointe est devenu père ou mère» ou je sais pas quelle bêtise. Non, les gens, en fait, ils ont plus envie de baiser parce qu'ils ne dorment pas assez. En fait, c'est mathématique. C'est-à-dire, le corps, il a une option de survie quand il commence à être mis sous contrainte. La première chose qui fait sauter, et on le comprend, c'est la libido. Et donc, souvent, en fait, les gens n'ont pas envie de faire l'amour ou ont moins de gestes de tendresse parce qu'ils sont trop crevés. Là, pour ça, pour avoir envie de faire l'amour, il faut dormir, manger, enfin voilà, être à peu près, habiter son corps correctement. Et puis aussi, on peut le dire, la sexualité peut connaître des troubles parce qu'il y a eu des problèmes à l'accouchement, qu'il y a des douleurs résiduelles et mille autres raisons. L'allaitement aussi, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais c'est vrai que l'allaitement peut être aussi un frein à la sexualité et tant d'autres choses après un accouchement. Mais que les couples n'oublient pas que la première raison, c'est le manque de sommeil, encore une fois. Comment on fait pour s'en sortir, Anna, une fois qu'on a identifié les causes? Et bien alors, en fonction de la cause qu'on a identifiée, il va falloir aller taper là où, je dis n'importe quoi. Je me rappelle très bien d'un père comme ça qui est vraiment, et son fils arrive, il devient complètement différent, ça lui fait revivre des traumas de l'enfance.
Il n'arrive pas à être dans une relation avec son fils apaisé, etc. Il est mal, ça induit des problèmes de couple, on est dans un plein baby clash. Et bien lui, par exemple, ça a été de relancer un travail chez un psychiatre, de revenir sur ses traumas d'enfance, d'être prise en charge pour ça, et hop, le baby clash. À l'inverse, si c'est vraiment qu'une question de manque de sommeil, je vais leur dire de faire des nuits séparées, d'organiser le sommeil. La femme qui allait exclusivement dort pas la nuit, très bien, le coparent, pendant 2 fois 3 heures la journée, il prendra le bébé. En fait, vraiment, ça dépend de l'origine. J'aime pas trop les trucs de développement personnel qui disent, voilà, au baby clash, non, ça dépend de l'origine du baby clash. Mais il y en a plein. Je veux dire, des conseils, je peux parler comme ça 4 jours sans m'arrêter. C'est pas une blague. Je veux bien que tu nous en donnes quelques-uns d'autres. Tout à l'heure, tu disais que t'envoyais tes patients à Fontainebleau. T'envoies tes patients en week-end en amoureux. Oui, alors, prendre du temps en amoureux. Moi, ma recette, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est un dîner en amoureux tous les 15 jours, un week-end tous les 2 mois et 1 semaine par an. Bien sûr, ce n'est qu'une recette. Vous l'adaptez à vos circonstances de vie, à ce que vous avez envie. Mais en tout cas, l'idée, il faut vraiment comprendre qu'il faut investir son couple. Qu'en fait, on fait des enfants pour qu'ils partent. C'est horrible, les gens qui m'écoutent, ils vont me dire « mais c'est horrible ce que vous nous dites !» Mais en fait, les enfants, ils sont là un maximum de temps pendant 10 ans, et après, ciao, bye, ils s'en vont. Et ils vous regardent d'un air dédaigneux, genre « mais surtout, m'accompagne pas au collège, j'ai trop honte de toi !» Donc, c'est fou parce qu'ils bouleversent notre quotidien, mais de façon dingue. Donc là, genre, on arrête de vivre, on se met en position et après, ils s'en vont et ils nous laissent en plan. Donc, je vous dis attention, pour pas vous retrouver à côté d'un type ou d'une nana avec lequel vous avez plus rien, il faut vraiment investir votre relation de couple. Donc oui, il faut prendre du temps en amoureux. Et alors, il y a des gens qui me disent « Oh, mais Anna, on n'a plus rien à se dire. » Mais c'est pas vrai, ça, c'est impossible. Vous faites un jeu, vous mettez une tirelire ou je sais pas quoi, vous vous interdisez de parler du bébé. Vous sortez en amoureux et vous interdisez de parler du bébé. Vous allez voir, peut-être 2-3 fois, ça va pas marcher, mais ça va revenir, vraiment. Il faut réinvestir la relation de couple. Vous êtes le soleil au centre du système solaire. Les enfants ne sont que des petites planètes qui gravitent autour. Et si la petite planète s'en va, c'est pas grave. Nous, on est toujours là, ça va. Non, parce que vraiment, c'est dur. Après, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le nid vide. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le nid vide. Les mères ou les pères, quand ils voient leur enfant partir, c'est le nid vide. Bah forcément, puisqu'ils ont arrêté de vivre pendant 10 ans, 15 ans. 18 ans. 18 ans. Non, il faut faire attention. Il faut vraiment investir sa relation de couple. Après, il y a d'autres conseils. Moi, je dis aussi, il y a un jeu que j'aime beaucoup faire. Je dis aux gens, pendant 3 jours, vous allez dire s'il te plaît, pardon, merci. Systématiquement. Mais ça change complètement le quotidien. Attends. S'il te plaît, pardon, merci. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça ? Pardon d'avoir dit ça. Merci d'avoir fait ça ? Ouais. Mais non, Ok. mais même, et vous pouvez jouer au travail. Vous jouez aussi au travail, jouez partout à faire ça. Vous allez me dire que je me prends pour Anna de Rothschild, mais je me permets de vous faire ces conseils qui sont au-delà même de la politesse, c'est que ça change tout de dire s'il te plaît, pardon, merci, dans la relation de couple. Et les gens, quand ils se forcent sur 3 jours, ils disent ah ouais, ça change vachement. Bah oui, ça change. Et puis aussi, pas avoir peur de rentrer dans le clash. C'est-à-dire que le premier clash, il faut l'accueillir, il faut se dire ok, essayons de. Et puis pas trop réagir à chaud. J'essaie de faire un petit résumé pour voir si j'ai à peu près saisi. Du coup, l'idée, c'est d'être poli et de faire attention à la manière dont on parle à son coparent. L'idée, c'est d'essayer de dormir si on peut, en trouvant toutes les ressources possibles pour dormir, que ce soit un changement d'organisation ou de planning. Et enfin, la troisième idée, la grande idée, c'est de s'aimer ou de faire en sorte de provoquer les circonstances pour faire renaître l'amour, donc se séduire, peut-être même plutôt que s'aimer. Pourquoi toi, c'est un problème de santé, ce baby clash ? T'es sage-femme, on est dans un podcast qui parle de la santé. Et pourquoi toi, t'en fais une question de santé, ça ? Eh bien, parce que ça a une répercussion sur la santé mentale des gens et même sur la santé physique des gens qui est vraiment très, très importante. Je pense que vraiment, les histoires de couple ne sont pas assez... Je pense qu'on ne mesure pas l'impact du couple dans la santé physique et mentale des gens. Alors que selon moi, elle est considérable. Et même chez des patientes et des patients plus jeunes, qui sont d'ailleurs pas en couple, je mesure à quel point les relations amoureuses peuvent créer des dégâts sur le corps et le cœur et les âmes vraiment et sur la psyché des gens. Vraiment, ça c'est pour moi un impensé de la médecine qu'il va falloir penser. Au-delà même de la question des violences. Si nos parents en plein baby clash, c'est pas toi leur sage-femme, ils ont écouté le podcast mais ça marche pas. Ils trouvent pas de ressources dans leur couple. Est-ce qu'il y a des aides extérieures auxquelles ils pourraient faire appel ? Ça, c'est fondamental, c'est qu'en fait, il faut faire entrer un tiers dans la relation. Pour moi, c'est presque indispensable. Quand on n'arrive pas, qu'on est enlisé, qu'on n'arrive pas à communiquer. Par exemple, moi, je dis beaucoup aux gens de faire des conseils de défense, c'est-à-dire de se réunir fréquemment. L'idée, c'est pas d'avoir la réunionnite aiguë, mais c'est tous les 15 jours, au rythme où on veut, c'est de se réunir dans le couple et de se dire, OK, ces 15 derniers jours, voilà tout ce qui était génial, voilà tout ce qui était pourri, et voilà comment on améliore.
C'est pas très romantique, mais c'est bien de faire de la comptabilité à froid. Alors, la comptabilité à froid, carrément. Là, on parle de conseil de défense au sein du couple. Est-ce qu'une aide extérieure peut pénétrer ce conseil de défense ? Le conseil de défense peut être avec les grands-parents. Ça, pour moi, c'est vraiment un signe. C'est quand on n'arrive pas à faire ce conseil de défense, c'est-à-dire qu'on est au-delà en termes de colère, en termes de rancune, en termes de tout. On n'arrive pas à se mettre à deux pour communiquer sur ce qui allait, ce qui allait pas. Ça, pour moi, c'est un vrai signe qu'il faut vraiment faire rentrer quelqu'un en urgence pour dézoomer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les deux membres du couple, on est dedans, et en fait, il faut juste quelqu'un qui dézoome et qui dise « Alors, attendez, je vais regarder ce qui se passe et je vais vous dire ce que j'en pense. » Alors, le problème, c'est qui ? Parce que souvent, et ça, je le dis, les femmes, elles sont toujours hyper volontaires pour faire les trucs, mais les coparents, en particulier les hommes, ils freinent des cas de fer dès qu'il s'agit d'aller un peu fourrager dans les histoires de santé mentale et tout. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, si, en particulier le coparent freine des cas de fer, faut pas hésiter à aller voir quelqu'un qui fait pas peur. Quelqu'un qui fait pas peur, c'est qui ? Une sage-femme, un médecin, la PMI, des gens qui ont l'air, dans la tête des gens, plus sérieux que les thérapeutes de couple, que les sexologues, que les professionnels de la santé mentale, psychologues et psychiatres, où tout de suite, ça a l'air hyper connoté. Moi, je trouve que c'est mieux d'aller les voir directement, mais s'ils veulent d'abord faire un petit palier chez nous, avec plaisir. La PMI, tu peux rappeler ce que c'est ? La PMI, c'est les centres de protection maternelle et infantile. Il y en a partout sur le territoire français. Et c'est des centres qui accueillent les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans, dans lesquels on trouve des puéricultrices, des pédiatres, des sages-femmes, des ateliers, etc. Et on peut venir, on dit, écoutez, nous, on s'en sort pas, on a le couple qui fonctionne pas, qui on va voir ? Parce que même si eux ne se sentent pas de répondre aux problèmes des gens, ils peuvent leur dire, moi, je connais machin qui est super, allez le voir. Et puis là, encore une fois, c'est en fonction de l'origine. Si c'est un problème avec la sexualité, ce sera le sexologue. Si c'est un problème avec une histoire personnelle, ce sera peut-être un psychiatre. Si c'est un problème de dépression, ce sera, etc. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et à laquelle je ne peux m'empêcher de penser, c'est l'argent. Je vois bien comment prendre du temps pour soi, partir en vacances, mieux se séduire, c'est très lié à la thune, en fait. Ah oui. Tu sais, là, tu mets le point sur un point qui me désespère, c'est que on a envoyé l'ouvrage à l'imprimeur, mais vraiment, 24 heures après, je me suis dit « j'ai oublié les problèmes d'argent ». Donc vraiment, non mais je le dis avec toute... il manque le chapitre sur l'argent. Les problèmes d'argent, à la fois, peuvent entraîner du baby clash, et le manque d'argent peut effectivement vraiment rendre le baby clash beaucoup plus compliqué. Ça, je le disais déjà dans le postpartum, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, ou même pas mal d'argent, ils peuvent s'affranchir, ils peuvent acheter du temps domestique et du temps parental. Grosso modo, ils peuvent acheter quoi ? Du temps de femme de ménage et du temps de nounou. Et donc pour eux, effectivement, ça va être beaucoup plus simple puisqu'ils sont déchargés. Et ils peuvent en plus s'acheter des soins de santé et des soins, etc., etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. L'argent est un vrai sujet, à la fois de crispation. Et dans la crispation, parce qu'on voit, il y a des femmes qui s'arrêtent, qui du coup n'ont plus de salaire. Le mec, lui, continue de gagner vachement d'argent et ça crée des... Voilà, moi je trouve que ça va pas. Il faudrait que le mec, pour moi, selon moi, si c'est le cas, ou à l'inverse, si c'est une femme, on s'en fiche, mais il verse la moitié de son salaire à la personne qui s'arrête de bosser. Mais enfin, il faudrait penser même à ça politiquement à l'échelle nationale, mais ça, c'est un vrai problème. Et puis, quand les gens n'ont pas assez d'argent, effectivement, de fait, ça rend le baby clash souvent beaucoup plus salé, bien sûr. On rappelle du coup qu'en termes de solution, la PMI, c'est une aide qui est gratuite. C'est une aide qui est gratuite et même, je voudrais vraiment attirer votre attention parce que d'abord, je voudrais dire que les professionnels de la santé mentale, psychologues et psychiatres, alors il y en a qui sont remboursés, mais il y en a pas beaucoup qui font pas de dépassement d'honoraires, il faut être honnête, mais il y a ce qu'on appelle des centres médico-psychologiques, partout sur le territoire là encore, où on peut consulter des professionnels de la santé mentale en 100% sécu. Et vraiment, mettez-vous dans la tête, je vous assure que c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être très malade sur le plan psychiatrique pour aller voir un psy. Même quand on va à peu près bien, mais qu'on a besoin d'avoir un dézoomage, une lecture sur sa vie, un complément d'information sur son existence, c'est vachement bien les psys en fait. Mais vraiment, il faut juste trouver la bonne personne. Alors des fois, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est une histoire de rencontre. Donc il faut faire un psy, 2 psys, 3 psys, 4 psys avant de trouver le bon. Mais c'est vraiment super, allez voir des psys quand ça va pas. Donc allez voir des psys, allez voir des sexologues, allez voir des sages-femmes, mais ne restez pas seul avec vos souffrances et vos difficultés. Merci Anna, merci pour tous tes conseils et merci de mettre ce sujet à l'honneur. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Anna Roy et Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.